va regarder l'autre côté de la dissuasion nucléaire maintenant, que sont les défenses antimissiles. Et pour ça, donc, je passe la parole à Stéphane Delory, qui est chercheur donc à la FRS, à la Fondation pour la recherche stratégique, et que j'ai connu il y a longtemps quand je dirigeais l'Institut de sécurité de l'Union européenne, où il était également chercheur et le pilier d'un ouvrage qu'on avait sorti sur le monde en 2025. Stéphane, 10 minutes. Merci Nicole. Je vais vous évoquer la question d'influence de la défense antimissile sur la dissuasion nucléaire en Asie, ce qui va me permettre d'aller dans le sens d'abord de ce qu'ont dit Camille, l'amiral et Morgane, mais aussi d'apporter quelques nuances parfois techniques, puisque la dissuasion nucléaire comme la défense antimissile sont très liées aux aspects techniques et contribuent parfois à moduler certains aspects des stratégies d'emploi et des logiques d'emploi. Donc, avant d'évaluer les conséquences de la défense antimissile sur les logiques de dissuasion, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, que je vais vous lister assez rapidement. Le premier, qui est très lié à l'Asie, est lié à la taille des arsenaux tout d'abord et à la portée des systèmes considérés. Le format relativement restreint des arsenaux asiatiques, Chine exceptée, comme la portée limitée de la plus grande partie des vecteurs dédiés à des frappes stratégiques, fait que la défense antimissile a une certaine effectivité, puisqu'en fait, sur les systèmes courte et moyenne portée, on dispose actuellement de systèmes antimissiles qui sont relativement performants, ce qui est lié en fait intrinsèquement à la portée du vecteur et à la capacité du système antimissile à discriminer la tête, ce qui est relativement possible sur des portées courtes et moyennes. L'autre facteur à considérer qui est aussi important est le processus relativement lent de la modernisation balistique dans ces États, puisque, mis à part la Chine, qui à nouveau est une exception, on a pour les autres pays des processus de modernisation apparents qui sont plutôt liés à des démonstrateurs qu'à des missiles réellement opérationnels, l'essentiel de la dissuasion restant assuré par des missiles qui sont généralement relativement anciens. Donc le processus de modernisation existe, l'amiral l'a rappelé, mais il ne doit pas être surestimé puisque l'essentiel de la force actuellement repose très souvent sur des vecteurs relativement anciens. De ce fait, les coûts de la modernisation sont relativement importants. Il faut considérer d'une manière générale les limitations qualitatives et quantitatives des armes et des vecteurs qui restreignent par définition les options nucléaires qui sont disponibles pour les acteurs. Il faut considérer aussi également les déséquilibres conventionnels qui sont très forts, qui, comme l'a rappelé Camille, peuvent générer une pression très forte en faveur des dynamiques de dissuasion nucléaire et poussent à l'adoption de logiques beaucoup plus complexes. C'est le cas particulièrement pour le Pakistan, qui a commencé avec une doctrine nucléaire très simple et qui actuellement s'oriente vers une doctrine nucléaire qui est nettement plus complexe. Enfin, il y a une chose aussi qui est relativement importante à considérer, c'est que les armes nucléaires qui sont en jeu, à l'exception toujours de la Chine, mais les armes nucléaires qui sont en jeu sont des armes nucléaires de faible puissance, ce qui impacte là aussi de manière considérable sur la stratégie d'emploi des acteurs, puisqu'en fait on n'a pas une capacité de frappe équivalente avec une arme de 12 kilotonnes qu'avec une arme de 5 mégatonnes. Donc par définition, ça a un côté qui impacte sur la stratégie des acteurs. Du point de vue du cadre de la défense antimissile, là aussi c'est relativement important de donner quelques précisions. D'abord, la défense antimissile, à partir du moment où vous avez une capacité théorique qui est démontrée par les exercices, et je précise par les exercices, puisqu'en fait, elle est très rarement testée au niveau opérationnel, à partir du moment où vous avez cette capacité démontrée, elle impacte sur le calcul stratégique de l'adversaire. L'exemple le plus lumineux, entre guillemets, c'est la défense antimissile indienne, qui est strictement non fonctionnelle, mais qui néanmoins impacte sur le calcul stratégique pakistanais, et est pris en compte dans le calcul stratégique pakistanais, y compris au niveau nucléaire. D'autre part, face aux petites puissances, donc qui sont la majorité des puissances nucléaires asiatiques, face aux petites puissances nucléaires, vous avez un effet de cliquet qui est possible par la défense antimissile, puisque vous êtes sur des vecteurs de portée relativement courte, confrontés à des défenses antimissiles qui deviennent de plus en plus performantes. Donc un État qui se doterait d'une défense antimissile performante pourrait gravement altérer la capacité de frappe d'un État ennemi. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'Inde et du Pakistan. Si demain l'Inde devait se doter d'une capacité antimissile performante, la capacité de frappe pakistanaise pourrait se trouver altérée. Enfin, il y a une chose qui est extrêmement importante également, c'est qu'il faut considérer la mission, non pas la défense, mais la mission antimissile dans son ensemble.
La mission antimissile est découpée en deux parties, une mission offensive et une mission défensive. La mission offensive consiste à éliminer les missiles avant qu'ils tirent. La mission défensive consiste à intercepter le reliquat. C'est-à-dire que la défense antimissile ne vise pas à intercepter les missiles, mais à intercepter le reliquat de missiles. Et donc, dans la mission antimissile, vous avez une mission de frappe, généralement conventionnelle, mais éventuellement nucléaire, qui est extrêmement importante. Ça doit être pris en considération, puisque cette capacité de frappe conventionnelle et nucléaire va impacter sur les comportements et les logiques de dissuasion. Dans ce contexte, je vais traiter rapidement, en essayant de ne pas trop déborder, trois cas. Le cas nord-coréen, dans la relation avec les États-Unis, le cas indo-pakistanais, et très rapidement le cas chinois, puisque par rapport à une défense antimissile qui est conçue sur une analyse sur une défense antimissile sur des missiles de portée moyenne et courte, c'est moins pertinent. Dans le cas de la Corée du Nord, le déploiement très massif d'architecture antimissile a déjà très probablement impacté la logique nord-coréenne au niveau nucléaire. Confronté à un risque d'interception réel des missiles qui lui donnaient jusqu'alors une capacité de frappe stratégique dans la région, c'est-à-dire ces missiles Nodong, qui avaient une portée de à peu près 1200 km, la Corée du Nord sera probablement tentée d'adopter une logique de frappe tactique, soit sur le champ de bataille, soit face à des centres logistiques connectés au champ de bataille, associés à une menace sur Séoul. Pourquoi ? Puisqu'en fait, c'est le seul moyen pour elle de garantir la frappe. D'abord parce que les missiles courte portée sont nettement plus fiables pour la Corée du Nord, donc les Scud-B dont elle dispose sont plus fiables que les Nodong. Ils sont beaucoup plus difficiles à intercepter, non pas parce que le Scud-B ne s'intercepte pas, mais parce que sur la zone où la Corée du Nord pourrait employer ces missiles, c'est-à-dire la zone de Séoul ou la DMZ, les forces conventionnelles, les systèmes de frappe conventionnels nord-coréens sont tellement nombreux que la défense antimissile serait rapidement saturée. D'abord par les frappes conventionnelles, permettant ensuite une frappe nucléaire. Donc, d'un point de vue simplement pratique, si on fait abstraction de toute idéologie, d'association entre l'idéologie et le concept d'emploi, dans un cas très pratique, il est beaucoup plus simple pour la Corée du Nord de réaliser des frappes tactiques et de menacer Séoul, que d'envisager des frappes stratégiques, soit contre le Japon, soit plus à terme contre les États-Unis. Ce qui implique qu'en fait, la défense antimissile favorise l'entrée en conflit des États-Unis ou même du Japon, qui sont protégés par la défense antimissile et donc qui ne sont pas soumis ou qui sont moins soumis au processus dissuasif. Par contre, cette même défense antimissile exacerbe la pression nucléaire qui est exercée contre Séoul, ce qui fait qu'elle crée une différenciation entre Séoul et ses deux alliés. Pour les Américains, par contre, et ça a été évoqué, la défense antimissile a permis de restaurer une certaine liberté de manœuvre, en particulier en allégeant le facteur nucléaire dans la dissuasion élargie fournie par les Américains aux Sud-Coréens et aussi aux Japonais, l'essentiel du processus de réassurance ces dernières années n'ayant pas été fourni par des moyens nucléaires, mais par des moyens conventionnels, essentiellement antimissiles. Donc la dissuasion élargie du côté américain, dans le cadre de la Corée du Nord, perd sa dimension nucléaire insensiblement. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est exprimé relativement clairement dans l'NPR américaine 2010. Donc c'est un phénomène prévisible. Les évolutions sont beaucoup plus complexes si on considère l'Inde et le Pakistan. Du côté pakistanais, l'essentiel de l'évolution de la logique d'emploi nucléaire n'a pas été motivé par la défense antimissile, mais essentiellement par l'introduction par l'Inde d'un concept de manœuvre opérationnelle auquel Camille a fait référence, donc qui est le concept Cold Start, qui vise à permettre aux forces indiennes d'opérer en deçà du seuil nucléaire par des opérations conventionnelles. Si, à terme cependant, si l'Inde introduit une capacité antimissile, le risque pour le Pakistan est relativement élevé, puisqu'en fait, si on considère l'essentiel des forces pakistanaises aptes à toucher New Delhi, l'essentiel de ces forces, ce sont des missiles courte portée, des SRBM, de l'ordre à 500 à 700 km de portée, et des MRBM. L'essentiel de ces forces est interceptable. Si on prend une fourchette haute, on peut considérer, et c'est vraiment une fourchette très haute, on peut considérer que le Pakistan dispose à peu près de 95 missiles capables de toucher New Delhi. Et c'est vraiment une fourchette haute. Si maintenant vous commencez à regarder ce que sont ces missiles, si vous partez du principe que la fiabilité du missile pakistanais de base, donc tout missile confondu, serait à peu près de 80%. Si vous partez du principe également que la fiabilité de la tête serait aussi de 80%.
déjà vous avez une fiabilité du système d'armes, c'est-à-dire du couple entre le missile et la tête, qui n'est plus que de 64%. Si vous rajoutez à ça une défense antimissile, qui ne serait effective ne serait-ce qu'à 10%, la capacité que le Pakistan a de lancer un missile et de toucher New Delhi, et que la tête explose, c'est-à-dire le missile fonctionne, la tête fonctionne et n'est pas interceptée, c'est 57%. Et donc vous vous rendez compte que dans un contexte pareil, pour que le Pakistan puisse prétendre à une frappe qui garantisse la destruction de New Delhi, et donc puisse exercer une véritable dissuasion stratégique par rapport à New Delhi, c'est pas un missile qu'il lui faut, c'est beaucoup plus de missiles. Compte tenu de la puissance de la tête pakistanaise telle qu'elle est estimée, à peu près 15 kilotonnes, il faut, selon les études américaines, qui sont très discutables, mais il faudrait à peu près 10 têtes. Si vous ajoutez la fiabilité du missile, la fiabilité de la tête et la défense antimissile, vous arrivez à, non pas 10 missiles, donc 10 têtes, mais vous arrivez à 20 têtes, vous arrivez à 30 têtes, vous arrivez à 40 têtes. Sur un ensemble stratégique qui fait, admettons, 95 missiles, donc 95 têtes, vous vous rendez compte que la défense antimissile crée une pression sur le système, sur les forces stratégiques, qui est extrêmement lourde. Et donc, elle induit à modifier le comportement stratégique du Pakistan. Un autre aspect de la chose doit être considéré, je vais être très bref, c'est que l'essentiel, l'orientation de la stratégie pakistanaise maintenant est sur la frappe de théâtre et sur la frappe de champ de bataille. Or, sur le champ de bataille, la capacité d'interception d'un missile existe aussi. Et donc, vous avez une double pression qui s'exerce contre le Pakistan, puisque ces systèmes stratégiques qui visent New Delhi sont interceptables, mais ces systèmes courte portée qui lui permettent de restaurer un élément de frappe nucléaire et de dissuasion sont aussi interceptables. Et donc, le Pakistan est confronté à un phénomène double qui induit une modernisation à la fois des missiles, une augmentation du nombre de têtes et l'adoption de stratégies nucléaires risquées pour éventuellement se débarrasser des systèmes antimissiles pour ensuite enfin frapper. Vous vous rendez compte que l'introduction de la défense antimissile crée à la fois une rigidité sur la stratégie de frappe pakistanaise, mais crée aussi un certain nombre, en élargissant l'arsenal, crée un certain nombre d'opportunités. On va arrêter. On va laisser la Chine peut-être. Laissons la Chine de côté. Merci en tout cas Stéphane, je suis désolée, c'était très...